Donc, j'ai appelé au nom du rojdisme débridé à brûler physiquement et littéralement des sorcières. Donc, on confirme que c'est pas criminel de brûler des archétypes historiques. Si je dis qu'il faut brûler la sorcière X, ça, ce serait criminel. OK. Donc, c'était en principe. C'était un feu de principe. Un feu de principe. Et évidemment, quand on parle de certains criminels dangereux comme Jeffrey Epstein, des nécromanciens au high level, ben, si on parle de brûler des sorcières dans ce cas-là, brûler un nécromancien, brûler Jeffrey Epstein, c'est la peine de mort. Donc, c'est une position pro-peine de mort que j'ai. Donc, ultimement, dans les deux sens, il n'y a pas moyen de dire que c'est criminel, mais quand même. Ils ont utilisé ça comme, évidemment, premier argument pour appuyer le deuxième qui est un petit peu plus nuançable. Et je fais référence à ton dossier en particulier. J'ai appelé, au nom du rojdisme débridé, à brûler des bâtiments, les bâtiments de la DPJ au sens large, pas en tant qu'action directe, mais en tant qu'action exécutive gouvernementale. Donc, comme Javier Milei avec sa chainsaw, je veux brûler comme la dans DPJ. Le film Megalopolis, la destruction des buildings pour reconstruire un espace de parking pour que les gens puissent avoir de l'espace pour se parker qui coûte pas cher. Les patriciens conservateurs, nationalistes, populistes, apôtres du rojdisme, dans la bataille engagée, ils se lèvent unis contre l'ombre qui nous hante pour une renaissance. Ils se sont donné rendez-vous. L'alliance contre les nécromanciens, nous sommes forts, unis dans le combat contre les sombres sorts. Tous ensemble, nous brisons leur pouvoir. Pour la liberté, nous nous battons sans défaillir. Nouvelle inquisition, une nouvelle nation, une révolution viriliste avec l'inquisiteur Rojdi qui brûle des sorcières et la DPJ. L'alliance contre les nécromanciens, nous sommes forts, unis dans le combat contre les sombres sorts. Tous ensemble, nous brisons leur pouvoir. Pour la liberté, nous nous battons sans défaillir. Les sorcières réformées, ayant changé de camp, rejoignent la lutte avec un nouveau chant. Contre leurs anciens maîtres, elles se révoltent pour leur rédemption, les futures générations. L'alliance contre les nécromanciens, nous sommes forts, unis dans le combat contre les sombres sorts. Tous ensemble, nous brisons leur pouvoir. Pour la liberté, nous nous battons sans défaillir. Une union, un front commun contre les nécromanciens et leurs hordes de morts vivants. Sorcières, démons, succubes et golems de chair. L'alliance contre les nécromanciens, contre les sombres sorts et les hordes de morts vivants.
révolution viriliste, l'alliance contre les nécromanciens, contre les sombres sorts et les hordes morts vivants. Nous brisons leur pouvoir, l'alliance contre les nécromanciens avec Yann Rochdy. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 22 mars 2025. L'extrémisme violent comme menace à la sécurité nationale. Première partie de la recension de Stand on Guard, Reassessing Threats to Canada's National Security de Stephanie Carvin. Donc, maintenir la garde, une remise en question des menaces à la sécurité nationale du Canada. Est-ce que le rochdisme débridé est une menace à la sécurité nationale canadienne utilisant le vecteur de l'idéologie de violence extrémiste, souvent appelé radicalisme ou fondamentalisme? On va voir qu'en fait, le rochdisme englobe les trois. Où se situe le rochdisme dans le contexte historique canadien? Quelles sont les autres tendances canadiennes au niveau des menaces d'extrémisme violent? Comment éviter de devenir une menace à la sécurité nationale canadienne quand on s'appelle Yann Rochdy? Donc, on a tout un programme ce soir et je vous rappelle que si vous écoutez en différé à partir de demain, ça va couper à un certain moment. Pour voir le podcast au complet, vous allez devoir vous abonner. 5$ par mois, c'est rien. C'est comme un café par mois que pour supporter mon travail, parce que ça se fait pas en faisant abracadabra, en criant abracadabra, tout ce que je fais. Vous passez des heures chaque semaine en compagnie de moi. Je fais du divertissement, je fais de l'éducation populaire, je vous motive à vous éduquer, à lire des livres, je vous apprends des affaires et des fois je vous aide même à faire de l'argent. Donc ça mérite un pourboire, ça mérite un abonnement, 5$ par mois, yannrochdy.com ou bedon sur YouTube. Vous allez aller dans la section souscription et vous allez pouvoir voir tous les contenus réservés aux membres. Aussi, sur l'infolettre Substack, yannrochdy.substack.com, vous allez dans la section podcast. Et il y a encore une fois tous les contenus. Et en plus de ça, il y a aussi une infolette que je vous envoie. Là, il n'y en a pas eu parce qu'il n'y a pas eu de révolution culturelle. J'ai pris une pause. J'ai pris 2 fois une demi-journée de congé pour peinturer des bonhommes, puis me relaxer. Et je vous rappelle aussi qu'on a un contrat viriliste à soir. Et si on le remplit, je vais retirer les annonces publicitaires la semaine prochaine. Donc, ça va être plus pour ceux qui écoutent en direct sur YouTube. Et donc, c'est 35$ et des dons compte double pour François Aubé. Merci beaucoup. Donc, on commence. Première partie. J'ai décidé de le séparer en 3. Ce livre-là, c'est le 2e livre de Stephanie Carvin que je lis. Le premier étant Top Secret Canada, qui est derrière moi là. Top Secret Canada qui était un compendium pour voir post-2014-2019 quelles ont été les réformes de Harper et Trudeau pour ce qui concernait la sécurité nationale, le renseignement, les agences de law enforcement, donc les policiers, les agences policières, services policiers. Donc, c'est un livre de octobre 2021, celui de Top Secret Canada. Quand j'avais fait la recension, octobre 2021, il y a quand même plusieurs années. C'était au début de la COVID. Série de nouvelles réformes
mission des agences de renseignement canadiennes. Genre, je lis littéralement les sections de la loi qui sont qui parlent des mandats, leurs pouvoirs, ce qu'ils font. On va revenir rapidement là-dessus dans chaque au niveau du terrorisme et de l'extrémisme violent. On va voir, c'est la même chose en fait. Terrorisme, extrémisme violent, c'est la même chose. C'est intéressant ça. Dans le livre Top Secret Canada, dont j'ai fait la recension il y a 4 ans quand même. 3 ans et demi, 4 ans. On parle aussi de Oversight, Accountability. Ça revient tout le temps. Oversight, c'est qui est le boss. Oversight, il y a deux choses. Ça peut être le boss direct, donc le supérieur immédiat, ou bedon, ça peut être aussi la revue des opérations. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut mettre en revue quelqu'un, ça c'est le oversight aussi. Et accountability, ça c'est face au public. Face au public, il faut que le public voit qu'il y a une prise de responsabilité, de la reddition de compte, de la transparence. Sinon, la confiance s'effondre. Comme ça que ça fonctionne. Donc, de bien, nous avons aussi vu avec des recensions l'histoire de la DARPA, l'histoire de la Bank of International Settlement, l'histoire des Five Eyes, que le Canada n'existe pas vraiment comme entité indépendante, mais bien dans un dispositif transnational post-Deuxième Guerre mondiale qu'on appelle grossièrement le Nouvel Ordre mondial. L'empire mondialiste anglo-américain. OTAN, NORAD, ONU, OMS, Five Eyes, mais des événements occultes ont chambranlé récemment cette alliance États-Unis, Royaume-Uni, Canada. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons 500 000 morts sur dose d'opioïdes. Ça, c'est rendu aujourd'hui, 2024, fin 2024. C'était autour de 100 000 par année maintenant. Cameron Ortiz. Est-ce que vous connaissez le nom Cameron Ortiz? Ça, c'est une des questions que je pose tout le temps aux gens qui se pensent fin finaux à me prendre en défaut sur des informations sur la sécurité intérieure canadienne, que ce soit le renseignement, l'armée, les services policiers, l'espionnage. S'il y a quelqu'un qui fait son fin finaux, je lui pose comme question: tu connais-tu Cameron Ortiz? Si c'est pas c'est qui Cameron Ortiz, le gars, il est en retard. Il est en retard de 6 ans. T'es en retard de 6 ans, man. T'es en retard de 6 ans. Cameron Ortiz, c'est le premier chef du renseignement national canadien. Civil. Mis en poste comme civil. Qui n'est pas abouti comme policier, GRC, armée. C'est un civil. Et là, le dude, il était catapulté après les réformes Harper Trudeau. Et là, il a commencé à littéralement vendre du renseignement à des mafias partout sur la planète. Puis là, il a été arrêté en 2019. 2019. C'est récent. Si tu sais pas c'est qui Cameron Ortiz, t'es pas dans le game. T'es pas dans le game. Donc, les autorités canadiennes censurent, en plus de ça, un rapport sur l'influence étrangère du Parti communiste chinois et des triades au Canada. On appelle ça le rapport Sidewinder. J'ai fait des émissions là-dessus en suivant l'histoire et le livre de Sam Cooper. On va en parler dans la 3e partie de la recension de ce livre-là, les opérations d'ingérence étrangère. Donc, depuis quelques années maintenant, le Canada n'est plus briefé avec ses alliés Five Eyes au niveau de ce qui se passe face aux mafias et face aux ennemis des Five Eyes. Saviez-vous ça? Le Canada n'a plus accès aux bases de données Five Eyes. Parce que le renseignement canadien a été infiltré et les alliés savent qu'il a été infiltré. Donc, il n'y a plus personne dans les alliés OTAN Five Eyes qui font confiance au service de renseignement canadien. C'est à ce point-là ce qui se passe. Il n'y a personne qui en parle.
Étrangement. Il y a juste moi qui en parle. Même à Lux Media, il n'y a personne qui en parle. Dans les dossiers de l'heure, les agences de renseignement et les pays alliés n'ont plus confiance envers les institutions canadiennes et donc, depuis son arrivée au pouvoir, le 21 janvier 2025, Donald Trump, l'empereur touché par la main de Dieu, se prépare au conflit à venir avec la Chine et l'Iran en dégommant leur porte-avions en sol américain. Donc, il se prépare à annexer le Groenland et le Canada parce que nous sommes incapables de revendiquer notre souveraineté de facto. Et donc de jurer nous sommes illégitimes selon l'empereur. Dans ce livre, cette histoire occulte est décrite comme une demi-théorie du complot. Parce que, oui, Madame Stephanie Carvin reconnaît l'ingérence chinoise au Canada dans la troisième partie du livre, mais elle ne parle pas de l'épidémie de surdose d'opioïdes, la guerre de l'opium, la troisième. Pour Stephanie Carvin, il s'agit probablement de faits divers qu'on devrait mettre de côté pour la police. Donc, elle n'est pas dans la game, elle aussi. En passant, Stephanie Carvin, c'est une gauchiste, libéral, Parti libéral du Canada, woke. Très important. Et c'est très important hein, quand même de lire les sources qui entrent en contradiction avec le rochdisme. Ça s'appelle faire des inférences. Ça s'appelle comprendre de manière empathique l'ennemi. Et j'ai dit le mot empathique parce que Stephanie Carvin le mentionne au moins 10 fois dans le livre. Au moins. Je vais essayer de toutes les écrire. Je les ai toutes trouvées quand j'ai fait la première partie de la recension dans mes 40 pages de notes. Donc, je pratiquerai selon cette agente des services, ex-agente des services de renseignement canadiens, analyste. Je pratiquerai, le rochdisme pratiquerait la malinformation et la mésinformation. Pas la désinformation. Parce que la désinformation est créée sciemment. Est voulue comme telle. Ce n'est pas voulu comme tel pour moi. Donc, moi, c'est de la malinformation parce que même quand le rochdisme dit des vérités, même quand le rochdisme partage des informations factuelles sourcées, il semblerait que selon les agences de renseignement canadiennes, selon Stephanie Carvin, il y a un manque de contexte. Donc, quand il y a un manque de contexte, on fait de la malinformation. Et sinon, des fois, je fais des erreurs. Et j'essaie à toutes les fois de faire des corrections dans les podcasts subséquents. Des fois, malheureusement, je fais des erreurs, j'inverse des choses, je dis pas le bon chiffre. Et donc, j'ai pas de mauvaises intentions, mais j'ai fait de la désinformation, de la mésinformation. Car oui, le rochdisme est plus dangereux que le fentanyl dans le contexte du renseignement canadien pour Stephanie Carvin. Parce que, comme je viens de vous le dire, il n'y a pas de mention du fentanyl dans le livre. Pas de mention de la théorie du complot, d'origine de laboratoire de la COVID-19. Non! Ça, c'est de la conspiration, théorie du complot. Donc, le rochdisme est plus dangereux que le fentanyl dans le contexte de renseignement canadien. Le rochdisme est une plus grande menace à la sécurité nationale canadienne que l'épidémie de surdose d'opioïdes tuant plus de 500 000 personnes depuis les années 90. Vous ne me croyez pas? On va en discuter aujourd'hui et dans la troisième partie, parce que dans la deuxième, on parlera d'espionnage et de guerre économique. Malheureusement, le rochdisme ne participe pas à ce champ de bataille, de ce théâtre d'opération. Le livre est en 7 chapitres. On parle du contexte canadien du renseignement et des menaces à la sécurité nationale. On fait des revues de presse. Donc, elle mentionne des cas en particulier, quelques études de cas, les apprentissages à en retenir, des recommandations, des challenges.
Donc, 3 types de menaces à la sécurité nationale. Je les ai déjà dit, je les répète rapidement. L'extrémisme violent et le terrorisme. Et donc, on va voir que c'est un spectre. Tout est rendu un spectre. Hein, l'autisme est un spectre. Le genre est un spectre. Et oui, le masculinisme toxique et l'extrémisme violent et le terrorisme, tout ça est un spectre. Ensuite de ça, deuxième type de menace à la sécurité nationale, espionnage et espionnage économique, voire guerre économique. Ensuite de ça, troisième partie, cybersécurité, influence étrangère clandestine, désinformation, menace aux institutions démocratiques. C'est la dernière menace. Et je vous rappelle qu'encore une fois, Stephanie Carvin est woke. Et pour elle, évidemment, en 2016, il y a eu une opération d'influence étrangère russe durant les élections américaines. Et juste parce qu'il y a eu méthode appliquée, peu importe le résultat, peu importe sur l'impact en pourcentage sur le résultat électoral, puisqu'il y a eu ingérence méthodologique appliquée, all hell break loose. Donc, on va voir ça plus loin. En lisant le livre, il est clair que certaines des menaces sont fondées, légitimes et bien délimitées. Comme par exemple le terrorisme. De prime abord. Mais quand on va creuser dans les définitions, pas juste une fois en passant, au moins 10 fois. Parce que juste aujourd'hui, on va le faire au moins 3 ou 4 définitions. Beaucoup de ces menaces semblent être des répétitions de ce sur quoi nous avons enquêté depuis plusieurs mois et plusieurs années. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'on appelle espion, ce qu'on appelle hérétique, ce qu'on appelle sorcière, ce qu'on appelle terroriste, combattant de la liberté, toutes ces affaires-là, c'est grossièrement la même chose. Mercenaires, corsaires, flibustiers, toutes ces affaires-là, c'est la même chose. Ce sont donc des gens, des individus qui manient la doctrine de force pour faire de l'argent. Donc, c'est un soldat que les gens aiment pas. C'est ça. Tous ces gens-là, tous ces titres-là. Et donc, ce qu'on faisait à l'époque de la chasse aux hérétiques et aux sorcières, on brûlait pas les sorcières. On brûlait les sorcières parce qu'elles étaient des hérétiques. Et c'est quoi un hérétique? Un hérétique, c'est quelqu'un qui fait une erreur dans le raisonnement en lien avec la foi. C'est 3 éléments. Une erreur de logique, donc dans le raisonnement, en lien avec la foi. Et on lui explique l'erreur. Tu penses pas comme il faut. Tu es toxique. Tu fais mal à l'Église, à l'État de droit. Et si tu refuses de désapprendre ce raisonnement fallacieux, tu es excommunié et après ça, foutu sur un bûcher. Parce que t'es pas parce que t'es une sorcière, parce que t'es un hérétique. Et donc, à l'époque, les sorcières, elles étaient mises en accusation, sorciers, sorcières, un petit peu à cause des faits politiques, surtout en Europe de l'Est. Mais, ailleurs, grossièrement, nous, ce qu'on a comme historique de la chasse aux sorcières, les crimes étaient souvent, presque à majorité, des plaintes aux civils contre des dégâts
et des heurts, des bris, tout ce qui pourrait affecter des biens et des personnes. Donc, s'il y avait une maison qui brûlait, une récolte qui se faisait détruire par une tempête, une agression sexuelle, un meurtre, c'est le genre de choses qui pouvaient avoir des plaintes pour sorcellerie. Mais la personne n'était pas brûlée à cause de ça, si elle était reconnue comme une sorcière, mais parce qu'elle était hérétique. C'est ça la nuance. Et c'est la même chose aujourd'hui, donc. On a des gens qui ont une erreur de raisonnement en lien avec l'état de droit. Donc, si dans ta tête, l'usage de la force nécessaire, la légitime défense, donc la force est applicable autour de toi. Présentement, au Canada, tu es un hors-la-loi. Tu es un extrémiste violent. Tu n'es pas censé d'utiliser ton arme présentement au Canada. Présentement, il y a des gens qui se défendent devant des hordes de morts-vivants avec une arme à feu et ils se font poursuivre par la police et par le procureur. Donc, la thèse rochdienne, pour les institutions canadiennes, il existe un mythe fondateur d'un Canada indépendant qui serait un État de droit, une démocratie inclusive, constitutionnelle et parlementaire qui voit une plus grande menace dans le spectre de l'extrémisme violent que dans une épidémie de surdose d'opioïdes de 500 000 personnes dans l'Amérique du Nord, dans lequel, donc ce spectre de l'extrémisme violent, dans lequel se trouve évidemment l'empereur Donald Trump et son triumvirat, le rochdisme débridé, aux côtés des fucking talibans, mesdames et messieurs. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes aux côtés des fucking talibans en direct de la révolution culturelle. Préface. Stephanie Carvin a terminé d'écrire le livre en 2021, pendant le lockdown. Elle parle dans sa préface de sécurité nationale et en lien avec la pandémie. Est-ce que la pandémie est une menace à la sécurité nationale? Non, mais oui, c'est la réponse qu'elle a donnée. Donc, elle a fait du en même temps macronien. Et elle fait le lien aussi, si pandémie, oui, ou si changement climatique, évidemment. Donc, elle reprend le discours du Parti libéral du Canada. Les pandémies ne sont pas une menace à la sécurité nationale. Trait d'union. Les pandémies sont des urgences de santé publique avec des éléments de sécurité nationale. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien vu. J'ai pas exagéré, j'ai pas inventé ça. C'est un non, mais oui. Les pandémies ne sont pas des menaces à la sécurité nationale. Ce sont des urgences de santé publique avec des éléments de sécurité nationale à l'intérieur. Nous ne sommes pas en guerre avec la pandémie comme Macron disait. Nous avons développé des modèles de santé publique pour confronter les pandémies et les désastres. Et malgré que l'emploi des lois d'état d'urgence, emergency laws, peuvent être nécessaires, may be necessary, pour faire face à l'effort de nos systèmes de santé, un design, un framework de sécurité et de guerre ne va pas aider à gérer la situation. Donc, en gros, c'est qu'elle veut pas que les militaires rentrent dans les rues, mais elle voudrait quand même, évidemment, fermer la société pour que les hôpitaux aillent mieux. C'est ça, grossièrement, ce qu'elle dit. Donc, la nouvelle normale post-COVID, selon Stephanie Carvin et les marxistes de l'État profond canadien,
les menaces, extrémisme violent, menaces cyber et espionnage, influence étrangère et désinformation ciblée. Ce sont les plus grandes menaces à la sécurité nationale. Nous avons donc l'extrémisme violent. 4 sources différentes, mais en particulier post-COVID, selon Stephanie Carvin, c'est pas les gauchistes qui brûlent des chars, parce qu'évidemment, il y avait eu l'époque George Floyd. Elle n'en parle pas aussi dans son livre. Donc pour Stephanie Carvin, c'est l'extrémisme d'extrême droite qui est dangereux et qui est en hausse gigantesque. Et les théoriciens des conspirations, les complotistes post-COVID, les single-issue extrémistes. Ensuite de ça, les menaces cyber-espionnage, les ransomware, rançongiciel et la désinformation, ingérence étrangère, c'est les médias sociaux, les applications de messagerie cryptées et les fermatrolls russes. Tout ça qui influence les élections, comme en 2016. Donc, toujours post-COVID, on a commencé à faire un focus sur la sécurité, la relation entre la sécurité nationale et la réponse COVID. Pendant la réponse COVID, la relation avec la sécurité nationale et des conséquences, d'autres major issues with global consequences. Donc, on s'est rendu compte de ça. On s'est rendu compte que c'est pas nécessairement des menaces à la sécurité nationale, mais que c'est des trucs qui ont des effets, des conséquences globales. Et donc, on peut offrir, en tant qu'agence de renseignement, des tactiques et du support tactique et technique. Par exemple, de la biosurveillance. Mais on s'est rendu compte post-COVID que les gens disaient qu'il manquait un petit peu de vie privée. Ensuite de ça, un autre problème, relation, sécurité nationale et problème aux conséquences globales, les changements climatiques. Elle répète, nous ne sommes pas en guerre, mais les changements climatiques ont des security issues qui en découlent. Et la seule solution, c'est la coopération internationale. Les changements climatiques mènent à plus de conflits violents, plus d'instabilité globale, plus de tensions entre les pays et de compétition pour les ressources. La théorie de ce livre est que nous avons besoin de responsablement élargir notre compréhension des menaces à la sécurité nationale afin de mieux agir de manière empathique avec les gens qui sont affectés par les changements climatiques. L'empathie et non la peur vont nous aider à contrer les stratégies malicieuses. Des acteurs qui veulent bénéficier de notre peur et de notre sens d'être sans aide, sans espoir. On croirait écouter Mark Carney ou Mélanie Joly. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, introduction. Just watch me. Dans l'introduction, elle commence donc avec la phrase de Pierre-Éliott Trudeau parlant du méchant FLQ. Donc, depuis le FLQ des années 70, nous avons eu très peu de menaces à la sécurité nationale dans les médias. Il y a eu quelques époques, quelques moments avec des éclosions de menaces à la sécurité nationale et de problèmes découlant de la surveillance des problèmes de la sécurité nationale, comme par exemple, en 2013-2015, Edward Snowden, vie privée, versus 2001-2015,
des lois antiterrorisme et du terrorisme de Al-Qaïda et de Daesh. Donc, selon Stephanie Carvin, la clé du puzzle de sécurité, c'est de balancer cette surveillance avec le besoin de transparence et de vie privée. Enfoncer des portes ouvertes. Balancer ça, transparence, vie privée, avec les responsabilités de sécurité nationale. Et donc, la thèse du livre, je répète, la thèse du livre, nous devons apprendre ensemble à élargir notre compréhension des menaces à la sécurité nationale pour inclure l'extrémisme violent dont fait partie sur un spectre le rojdisme débridé. Est-ce que vous êtes conscient de ce qu'on fait ensemble ce soir? Ensemble, nous sommes en train de nous rééduquer pour découvrir, accepter que nous sommes tous des extrémistes violents. Comprenez-vous, là? Donc, nous avons besoin d'être plus empathiques envers ceux qui sont affectés par ces menaces. Que ce soit des communautés marginalisées ou des petites et moyennes entreprises de alphabet people et de gens racisés. L'empathie est la base d'une plus grande communication, confiance et coopération qui sont fondamentales pour faire face aux menaces à la sécurité nationale du 21e siècle. Donc, qu'est-ce que la sécurité nationale? Définition. De but à blanc, elle dit « La sécurité nationale, souvent utilisée pour justifier une déviation de l'application régulière de la loi. » C'est la raison d'État. Donc, la sécurité nationale, c'est les mesures d'urgence, la loi martiale, c'est la raison d'État du cardinal de Richelieu. Tout ça, les mesures de guerre, tout ça, c'est la même chose. C'est une manière de dire, oui, nous sommes le gouvernement, nous sommes le pouvoir législatif ou l'exécutif, et nous mettons de côté nos codes de loi et le pouvoir judiciaire pour remplir telle fonction. C'est tout. C'est un champ lexical, sécurité nationale. Donc, sécurité nationale, présent dans 33 documents de loi canadienne, mais non défini dans la majorité des documents. Premier grand problème. Donc, on a un fucking livre complet sur la sécurité nationale du Canada. Puis on est même pas capable de fucking définir c'est quoi la sécurité nationale dans nos lois. Donc, il faut aller dans le termium du Parlement canadien. Une banque de terminologie linguistique du gouvernement du Canada. C'est ça qui, entre autres, force le bilinguisme, et ça s'en va vers le trilinguisme et toutes les autres langues officielles du multiculturalisme canadien. Donc, allons voir dans le termium. La sécurité nationale est la condition remplie à travers l'implémentation de mesures pour assurer la défense et la maintenance de la stabilité sociale, politique, économique du pays. Donc, la sécurité nationale du Canada, c'est la condition pour l'implémentation des mesures pour assurer la défense et la maintenance de la stabilité sociale, politique et économique du pays. Donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui affecte la stabilité sociale du Canada, sécurité nationale. Stabilité politique du Canada, sécurité nationale. Stabilité économique
du Canada, sécurité nationale. Donc, présentement, on peut dire hey, wouh! Trump est une menace à la sécurité nationale avec ses tarifs. Elle confirme protéger la frontière, c'est la sécurité nationale. Ouf! Elle l'a confirmé en 2021, Stephanie Carlin. Donc, la stabilité économique, politique et sociale, ça implique de garder sa frontière. C'est bon. On a un point commun. Donc, instabilité égale pas sécure, pas sécurisé. Ça, c'est ça, la sécurité nationale, selon le termium de l'Assemblée du Parlement. Le termium du Parlement. Elle confirme que la définition est un petit peu trop large. Parce qu'évidemment, si on a une bulle boursière, ça serait sécurité nationale. Donc là, on serait rendu dans le communisme. Économie dirigée, contrôlée. Donc, il faut raisonnablement limiter ce qui constituera la sécurité nationale. Et donc, on va devoir aller creuser un petit peu plus loin au niveau de la définition de sécurité nationale. Ça devient fucking compliqué, là. On va aller dans les mandats des agences de renseignement et les lois canadiennes en lien avec le SCRS, les services de renseignement et de sécurité canadiens, et la GRC. Donc, dans le SCRS, dans la loi sur le SCRS, il y a un mandat. C'est quoi le mandat? Contrer les menaces d'espionnage et de sabotage qui visent le Canada ou ses intérêts. Contrer les activités d'influence étrangère clandestines, déceptives ou activités d'influence étrangère qui menacent une personne canadienne ou liée aux intérêts du Canada. Troisième activité à contrer, les menaces en lien avec des actes violents, sérieux contre des personnes ou la propriété. Donc, pour le besoin d'accomplir un objectif politique, religieux ou idéologique au Canada ou à l'étranger. Ça prend tout ça. Quatrième activité sous mandat du SRS, contrer, undermining les actes illégaux clandestins à l'intention de détruire ou faire un putsch, overthrow le gouvernement établi par la Constitution au Canada, mais ce n'inclut pas. That does not include lawful advocacy, protest or dissent. Donc, on peut militer, protester, être en dissension, à moins, évidemment, d'aller à l'encontre des trois autres types d'activités dont j'ai déjà délimité. Donc, techniquement, non. Le rojdisme n'appelle pas à brûler des sorcières et la DPJ afin de prendre le pouvoir ou d'accomplir des actes politiques, idéologiques ou religieux. Le rojdisme veut prendre le pouvoir pour changer les lois de manière constitutionnelle, instaurer une inquisition légitime et après ça, mettre au bûcher de manière littérale et physique des sorcières et la DPJ. Vous avez fucking inversé les valeurs du rojdisme en pensant que le rojdisme était de l'extrémisme violent. Mais, malgré tout, le rojdisme sera une menace à la sécurité nationale selon le raisonnement logique de Stephanie Carlin. Donc, les feux de sorcières et de DPJ
seront entièrement constitutionnelles et l'Inquisition sera légitimée par le peuple et pour le peuple. Comme institution, via l'appui du mouvement chrétien, des mouvements chrétiens, un plébiscite populaire québécois et évidemment un référendum. Tout ça dans le cadre du narratif du nouveau refus global, je vous rappelle. Donc, revenons à la sécurité nationale. Selon la princesse Disney Stephanie Carvin, la sécurité nationale est la condition accomplie, achieved, quand un pays est capable de protéger sa stabilité sociale, économique ou politique des menaces clandestines internes et externes et aussi aux menaces ouvertes, aux menaces overt, aux menaces ouvertes de violence politique. Donc, devant cette mission de sécurité nationale, le renseignement a comme mission de faire des activités qui vont monitorer ces menaces à la sécurité nationale comme le rojdisme débridé et accomplir des enquêtes criminelles pour contrer ces menaces à la sécurité nationale. Pourquoi ce livre écrit par Stephanie Carvin? Parce que le Canada est, selon elle, un autre point commun avec le rojdisme, le Canada est un royaume de hobbits pacifiques. Elle appelle ça le Peaceable Kingdom ou le chapeau des États-Unis, America's Hat, Peaceable Kingdom. Donc le Canada n'a pas eu à faire face à assez d'ennemis à cause de sa position géographique, son climat. Et donc, on est des hobbits et on est très, très paresseux au niveau de la sécurité nationale. On est une colonie. C'est à ça que ça ressemble, une colonie. Donc, on a le National Defense, département de la Défense nationale, qui a sa propre agence de renseignement, le renseignement de l'armée. Sauf que eux autres, ils sont pas préoccupés par la sécurité intérieure, les menaces à la sécurité intérieure du Canada, parce que c'est pas dans leur pouvoir, dans leur balise. Ceux qui peuvent enquêter de manière active et proactive sur les menaces à la sécurité nationale, ce sont surtout le SCRS et le SCE. Deuxième question que je pose souvent aux fins finaux, qui pensent pouvoir m'expliquer comment ça marche au Canada, le renseignement. C'est quoi le SCE? Est-ce que tu peux de mémoire me dire c'est quoi le SCE? Je ne l'ai pas noté, je le sais moi. Communication Security Establishment. C'est l'équivalent de la NSA au Canada. Donc, ils ont eu plus de pouvoir en 2019. Depuis ce temps, ils peuvent enquêter de manière active au niveau des renseignements signaux électroniques. On a aussi donc, comme autre problème au Canada, une communauté du renseignement qui est très restreinte. Très peu de policiers, agents des services de renseignement qui sortent de leur carrière. Donc, ça fait que c'est tous des estis de bobos urbains éduqués, insider, gatekeeper, qui veulent pas, évidemment, faire une entrevue avec moi. Je vais essayer d'avoir une entrevue avec Stephanie Carvin. Autre type de livre qui est souvent écrit, quand il y en a, c'est des livres de lanceurs d'alerte qui ont évidemment des problèmes avec leurs employeurs. Et on le voit aussi des reporters qui sont idéologiquement partisans, comme le dossier de Pierre Poilievre qui refuse son accréditation de sécurité. Ça, c'est ce que les libéraux et les néo-démocrates disent tout le temps. Donc, résultat, une vision superficielle et souvent distordue de la sécurité nationale canadienne et des agences de sécurité nationale canadienne, des gens qui travaillent dans ces agences et des problèmes auxquels ils font face. Une partie du blâme vient des agences de renseignement. Elle le reconnaît. Il y a un manque de public outreach. Donc, un manque de
confrontation dans les médias. Donc ça, c'est le genre d'argument que je vais pouvoir lui sortir à Stephen Carvin. Vous voulez être empathique, aller à la rencontre du public, c'est un des endroits pour le rochdisme, aller à la rencontre du public canadien. Donc, le royaume des hobbits canadiens dans ce monde changeant. The Peaceable Kingdom in the Changing World. Comment faire face aux menaces évolutives de terrorisme et d'extrémisme violent? C'est le défi. Donc, on a évidemment le défi de Al-Qaïda et de l'État islamique et des talibans. Hein, les Tamouls en Gougoune. Mais depuis 2014, au moins 19 personnes ont été tuées par des individus souscrivant aux idéologies d'extrême droite et ou anti-gouvernementales. We are seeing the rise of single-issue extremism and far-right militia-style groups that seem to determined to take the law into their own hands, to defend Canada from what they see as an existential threat from immigration. On voit la montée de l'extrémisme à un problème. Single issue, c'est je suis extrémiste pour X problème. Et monter des groupes de style militia, des groupes de style de milices d'extrême droite qui semblent déterminés à prendre la loi dans leurs mains, défendre le Canada face à ce qu'ils voient comme une menace existentielle de l'immigration. Et ils ont des manifestes. Le manifeste de Christchurch. Printemps 2019, le directeur du SCRS, David Vigneault, répond dans un comité du Sénat. Le SCRS est de plus en plus préoccupé avec la menace de l'extrémisme d'extrême droite et des suprémacistes blancs qui forcent à augmenter la posture face à l'extrême droite, face aux menaces d'extrême droite, incluant des groupes focusés sur le genre, la race, la religion, l'orientation sexuelle et l'immigration. Donc depuis 2019, le SRS est bandé dur sur l'extrémisme violent d'extrême droite antigouvernementale qui vise les catégories que j'ai dit. Comment le gouvernement devrait gérer ces menaces évolutives d'extrémisme violent? Certains de ces mouvements, comme les incels, comme le rochdisme, sont déjà en train de remettre en question les conventions sur la notion de ce qui constitue le terrorisme au Canada. Autre problème qu'on a depuis quelques années, le retour des combattants étrangers de Syrie, mercenaires pour Al-Qaïda et Daesh. On a aussi des nouvelles tendances. On a des attentats terroristes en sol canadien causés par des opérateurs des opérateurs solitaires, des lone-up. On a des problèmes de cybersécurité, d'espionnage économique mis de côté pour chasser du terroriste et des méchants incels et des extrémistes violents qui sont responsables de 19 morts depuis fucking 15 ans. C'est quasiment moins d'un mort par année, puis ils mettent toutes les agences de renseignement là-dessus. C'est complètement fou furieux. Et on a aussi perte de moyens pour focusser sur l'extrémisme violent, perte de moyens pour évidemment contrer les opérations d'ingérence étrangère. Tout ça, ça fait en sorte que la population a de moins en moins de confiance envers les agences de renseignement,
envers les médias et donc il y a la montée du populisme et donc des implications pour la démocratie. Conclusion. Pour décrire quelque chose comme une menace à la sécurité nationale ou comme les académiques en relations diplomatiques internationales disent, décrire quelque chose en sécurisant, securitize un problème, décrire un problème de manière sécuritaire, c'est un acte politique. C'est décrire un phénomène comme une priorité urgente requérant immédiatement les ressources de l'État. Donc, dès que tu dis que quelque chose est lié à la sécurité nationale, tu mets de côté les procédures, les protocoles, les lois pour répondre à la menace en question en utilisant toutes les ressources de l'État. Donc, on voit ça quand les politiciens décrivent comme quelque chose comme une crise. Par exemple, épidémie de surdose d'opioïdes, drug disease, immigration. Trop souvent, de décrire quelque chose, un phénomène de manière sécuritaire, c'est stigmatiser quelqu'un ou un groupe. Donc, la raison pourquoi il ne faut pas tout le temps décrire quelque chose de manière sécuritaire, c'est parce qu'on stigmatise. Comprenez-vous? On stigmatise quelqu'un ou un groupe. Par exemple, on a stigmatisé les homos avec l'épidémie de sida. On a stigmatisé les illégaux avec le problème d'immigration de masse. Et donc, pour proprement contrer les menaces à la sécurité nationale, nous devons élargir de manière responsable notre compréhension de ces menaces. Et ce livre a comme objectif, donc, d'élargir cette compréhension. De produire l'empathie nécessaire pour bien faire face à ces menaces. Et d'informer, de rééduquer les gens pour qu'ils comprennent que l'environnement présent des menaces à la sécurité nationale du Canada évolue très rapidement. Donc, le livre va répondre à plusieurs questions. Comment prioriser, hiérarchiser les menaces? Quelles sont les relations entre la sécurité nationale et l'économie? Est-ce que la montée du populisme et le rojdisme sont des menaces à la sécurité nationale? Qui est responsable de la cybersécurité au Canada? Quels sont les challenges et opportunités des nouvelles technologies du 21e siècle? C'est de ça dont on va parler dans les 3 prochains podcasts. Et c'est la fin de la section gratuite. Si vous écoutez le podcast à partir du 23 mars, dimanche, vous aurez le droit d'entendre la 2e chanson, parce que j'ai fait 2 nouvelles chansons. Et mais vous ne pourrez pas écouter la fin. Le verdict final. Le verdict final, c'est le rojdisme débridé constitue une menace à la sécurité nationale d'extrémisme violent au Canada. Et aussi une opération d'influence étrangère. Mais ça, c'est l'épisode 3 qu'on va en parler. Donc, vous pouvez vous abonner sur yanrojdis.com, sur YouTube, ou bien sur l'infolette Substack, yanrojdis.substack.com. Tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Je vous rappelle qu'on a un contrat viriliste et vous pouvez mettre un petit like pour m'aider dans l'algorithme. On a un contrat viriliste 35$ si vous voulez enlever les pubs sur YouTube la semaine prochaine. On a besoin de remplir les contrats virilistes, c'est pas beaucoup. 35$ par mois, 35$ pour le podcast, là, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et j'ai besoin de votre aide. Il n'y a pas de petits dons.
On poursuit. On poursuit. Chapitre 1. L'ex subventionné. Bonne fin de journée. Dans l'abîme de la pensée, un vent nouveau s'est levé. Yann Rojdi le sage a le verbe affûté. Il prône la virilité, mais pas dans l'arrogance. Son message est clair pour une révolution viriliste. Une voix dans la nuit, un chant de vérité. Dans un monde en déroute, Yann Rojdi, le guide avec sagesse et rigueur vers un surhomme intérieur où la raison est seigneur. Des vidéos, des mots pour éduquer et inspirer. Il déconstruit les mythes, les idées à dénoncer. Avec passion et ardeur, il trace le chemin pour ceux qui cherchent la vérité, loin du commun des mortels. Une voix dans la nuit, un chant de vérité. Dans un monde en déroute, Yann Rojdi, le guide avec sagesse et rigueur vers un surhomme intérieur où la raison est seigneur. La culture, la guerre, la vie, il les dissecte. Philosophe moderne, il nous enseigne et respecte. Contre la sorcellerie, il vogue, il défie. Le rojdisme, c'est une quête vers la vérité. Le virilisme, l'épicurisme, le christianisme, l'accélérationnisme, c'est la fractale du rojdisme. Une voix dans la nuit, un chant de vérité. Dans un monde en déroute, Yann Rojdi, le guide, avec sagesse et rigueur, vers un surhomme intérieur où la raison est seigneur. Vous êtes en direct de la révolution viriliste.